Dans cette émission-ci, nous allons parler du très petit, parce que dans l'océan, tout commence par le très petit. Ces organismes sont les otages des courants qu'on appelle le plancton. Le plancton est un univers fantastique. Par contre, il devient difficile de classer et de classifier les différents organismes qui transitent dans le plancton. D'une part, il y a des planctons qui naissent plancton, qui mourront plancton. Et d'autre part, il y a toutes ces cohortes d'animaux qui, grâce aux œufs et aux larves qui se développent, font partie du plancton et éventuellement vont grossir et devenir eux-mêmes des prédateurs de plancton. Quoi qu'il en soit, le plancton nous transporte dans un univers fantastique, de par la structure, les formes et la diversité biologique. Le soleil, il brille de ses 1000 feux. Des quantités astronomiques d'énergie qui balaient le système solaire. Toute cette énergie est à l'origine de la vie sur la surface de notre planète. À la surface de la Terre, l'énergie du soleil est convertie par les plantes en énergie chimique, afin de produire des sucres pour se nourrir. Dans le milieu marin, c'est un peu moins évident. En fait, dans l'eau marine, la frontière entre les plantes et les animaux est, dans certains cas, difficile à déterminer, surtout en ce qui a trait au plancton, des organismes vivants qui sont les otages des courants marins. C'est par l'infiniment petit que toute l'énergie solaire parvient aux animaux de plus fort gabarit, des larves aux baleines. En effet, la capture des rayons lumineux et sa transformation en sucre est essentiellement produite par des structures végétales, des organites cellulaires que l'on nomme des chloroplastes, des structures complexes qui contiennent la chlorophylle. Ce sont des grains de chlorophylle dans la cellule végétale qui sont responsables de la photosynthèse qui transforme l'énergie lumineuse, le carbone, l'eau et différents composés en structures cellulaires et en sucre. Ces capteurs d'énergie solaire prennent plusieurs formes végétales, unicellulaires ou multicellulaires, que l'on appelle le phytoplancton. Celui-ci devient de la nourriture pour d'autres formes de vie.
le zooplancton, un plancton animal. Certains de ces animaux unicellulaires, comme les ancatères, abritent des structures végétales et leur fournissent gîte et protection. Ils profiteront des substances générées par ces plantes miniatures, un peu comme les récifs de coraux, mais à une échelle beaucoup plus petite. La frontière entre plantes et animaux devient alors beaucoup plus nuancée. Toutes ces formes de vie qui se développent près de la surface de la mer deviendront elles-mêmes de la nourriture pour des êtres microscopiques enfouis dans les profondeurs et qui, à la faveur de la nuit, migreront vers la surface afin de profiter de ce buffet. La plus grande migration de la planète, en biomasse pure, provient de tous ces animaux minuscules qui entament quotidiennement une remontée nocturne pour venir s'alimenter et qui, à la tombée du jour, retournent dans les profondeurs pour se mettre à l'abri des prédateurs. Dans ce plancton animal, la diversité ne fait nul doute. Nous n'avons qu'à penser au fait que, mis à part les mammifères marins et les poissons qui donnent naissance à des petits vivants tels les requins, la majorité des formes de vie dans l'océan libèrent leurs descendants sous forme d'œufs et de larves, qui viendront enrichir le plancton animal. Toute cette diversité servira elle-même à nourrir les formes de vie plus évoluées. C'est ce que l'on appelle les maillons trophiques de la chaîne alimentaire. Les paramètres physiques de l'océan sont primordiaux pour le maintien de ces communautés planctoniques. L'oxygène dissous, le pH de l'eau de mer, les températures des différentes couches dans la colonne d'eau, ainsi que les nutriments qui y circulent, répondent aux besoins spécifiques de toute cette faune et flore microscopique. C'est pour cette raison que les hémisphères nordiques sont à l'origine de la vaste majorité de la productivité de l'océan. En effet, les températures froides favorisent les échanges gazeux et nutritionnels. De plus, dans certaines régions, à cause du positionnement de l'axe de la planète, les hémisphères boréal et austral traversent les cellules atmosphériques générées par le réchauffement des masses d'air. Le vent devient alors plus intense, active les masses d'eau et brasse les mélanges saisonniers de particules nourricières, les rendant accessibles pour les plantes. Nous assistons alors aux floraisons saisonnières, le bloom, ou grande floraison. Tout ce plancton qui dérive avec les courants marins devient visible de l'espace lors des grandes floraisons. La productivité des océans est directement reliée à la bonne santé des masses de plancton. Ce même plancton est aussi une formidable pompe de carbone. Certains zooplanctons, comme les appendiculaires, vivent quelques heures, voire quelques jours, puis meurent. Ils chuteront alors sur le plancher océanique et enrichiront, avec les diatomées, les plantes unicellulaires, ainsi que toutes les autres espèces vivant sur le fond marin. L'accumulation de cette matière organique formera, au cours du temps, les grands dépôts de pétrole, comme ceux que nous extrayons pour nos besoins actuels. Les biologistes estiment que 10% du plancton qui s'accumule sur le fond marin est soustrait à l'oxydation et s'accumule en dépôt dans la roche-mère. Tous ces organismes planctoniques deviennent une véritable machine à pomper le gaz carbonique, ce qui apporte un bénéfice important en ces périodes de réchauffement climatique. Pour ce qui est du plancton, les menaces se précisent au cours des dernières années. Au fur et à mesure que nous commençons à acquérir des connaissances en océanographie et en biologie, on commence aussi à percevoir de plus en plus ce qui menace l'ensemble de la communauté planctonique.
à la liste des stresseurs qu'on doit ajouter, un nouveau se pointe à l'horizon, soit le réchauffement climatique. En effet, la colonne d'eau qui se réchauffe influe directement sur la capacité des larves de plancton à se reproduire. Mais il y a aussi une autre menace. Au cours des dernières années, on a commencé à scruter l'estomac de certains organismes comme les copépodes qui sont très petits et on y a retrouvé des particules de plastique. En effet, le plastique dans les océans est irradié par les rayons ultraviolets du soleil et avec l'action mécanique des vagues, tout ça se brise en petites particules à un tel point qu'ils réussissent à être ingérés par la communauté planctonique. Et là, on peut s'imaginer après ça toute la cascade trophique au même titre que la pyramide d'énergie de ces organismes chargés en plastique qui vont cheminer à travers l'estomac des poissons, l'estomac des phoques, l'estomac des baleines et ultimement l'estomac des humains. Alors, il y a de sérieuses questions à se poser sur l'impact réel de l'ensemble des déchets qu'on a jetés dans l'océan. Mais quels sont ces animaux qui digèrent les restes, soit 90% de la masse planctonique que produit l'océan? Dans la prochaine émission, nous allons explorer les fonds marins à la recherche de ces animaux que l'on nomme des organismes benthiques. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.